bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde, que vous connaissez donc sous le pseudo Ambion sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode qui marque un tournant dans l'histoire du podcast puisque le changement de décor est complet et que vous me retrouvez aujourd'hui, même si de votre canapé ça ne change pas grand-chose, mais à 600 km de l'endroit où j'ai tourné pour la dernière fois début de l'été, début juillet si je me rappelle bien. Et donc voilà, donc je sors donc tout fraîchement d'un long déménagement quand même, il faut bien le dire. Et je suis arrivée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le secteur du Rhône, entre l'Isère et l'Ain. Dans l'Ain, hein, mais je veux dire, le Rhône est au bout de mon jardin pratiquement, donc il suffit de traverser et je suis dans l'Isère, donc pratiquement à cheval sur les deux départements. Et voilà, donc on s'est bien installé cet été. Je suis arrivée mi-juillet, un déménagement un peu chaotique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, ça a été un petit peu compliqué. Mais au bout de quelques semaines, on a quand même réussi à bien s'installer, à rendre la maison présentable. Et voilà, à l'heure actuelle, tout est plus ou moins en place, tout est agréable. Et, euh, et voilà, moi je suis très très contente de l'endroit où je vis, de la région, de la maison. Enfin voilà, c'est très très appréciable. Et donc aujourd'hui, on se situe dans la pièce qui est devenu mon atelier. Alors, il y a aussi, ce que vous voyez derrière moi, c'est le canapé dans lequel j'étais déjà dans le nord, qui maintenant est dans cette pièce-ci, puisque c'est un canapé qui se déplie et qui permet de faire chambre d'amis. Donc, il y a ce canapé qui est présent pour accueillir les personnes quand on a des visiteurs, mais tout autour de ce canapé, il y a un bureau avec une machine à coudre, ça y est, la voilà. Et il y a un grand placard pour ranger plein de choses, le stash, les tissus. Bon, les tissus pour l'instant, ça reste réduit. Mais voilà, donc niveau loisirs créatifs, on peut dire que je suis beaucoup mieux euh, comment expliquer, beaucoup mieux desservie, non, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, j'ai vraiment un endroit rien qu'à moi qui me permet quand même d'être beaucoup plus confortable, ne serait-ce que dans la gestion du rangement, la gestion de l'activité. Hein, voilà, je peux déballer des choses dans cette pièce-ci, il ne faut pas absolument tout de suite les ranger parce que, bah, en fait, je suis en plein milieu du salon ou en plein milieu d'une pièce qui est utilisée pour d'autres choses. Au moins, cette pièce n'est utilisée qu'à ça et c'est un confort. Vraiment très très appréciable. Donc ça c'est le grand changement ce qui me concerne sur le loisir créatif. Voilà, pour ça c'est tout, hein. Je reste de façon assez évasive sur le sujet. J'ai eu des petits soucis, si vous avez un peu suivi, au niveau d'internet aussi. Donc il faut savoir que j'ai emménagé le 18 juillet, j'étais censée avoir internet le 19 juillet puisque voilà, j'avais vraiment bien anticipé, programmé le changement, etc. Le technicien devait venir, machin. Mais voilà, c'est un peu compliqué, je suis dans un petit village, donc la fibre passe dans la rue mais n'était pas raccordée dans la maison. Bon, pas de souci, le technicien vient pour tirer le câble. Sauf que entre ce qu'ils ont au niveau des plans et ce qui existe dans la réalité, il y a toujours un décalage. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que il était censé faire tout en souterrain et en fait, il y avait une partie aérienne. Et comme il y avait une partie aérienne et qu'elle passait sur la façade des voisins, eh ben, il devait demander leur autorisation. Donc voilà, c'est son service administratif qui envoie les demandes, qui attend de les réceptionner parce qu'il faut que les voisins soient chez eux. Hein, fin juillet, début août, hein, c'est vrai que personne ne part en vacances, répondent et après reprogrammer un rendez-vous. Donc ça a pris 3 semaines. Après, le technicien revient, il est arrivé à 9h du matin, il est parti à 17h. Donc il a mis la journée pour tirer un câble, il pleuvait, c'était compliqué, il y a eu des passages un peu difficiles, il a fallu mettre la prise ne fonctionnait pas, il a dû retourner voir dans la rue au niveau du boîtier extérieur qu'est-ce qui n'allait pas, il a dû intervertir des câbles, bon bref. Au final, ça y est, c'est bon, ça marche, on connecte la box ne se mettait pas à jour. Parce que c'était une box du Nord, elle voulait rester dans le Nord. Et donc du coup, elle restait bloquée sur le 62 en fait. Elle n'arrivait pas à se mettre à jour. Donc ils s'est dit, c'est pas grave, je vais vous changer votre box, ça sera plus simple. Sauf que quand tu changes de box,
forcément, il faut que ça remonte, l'information doit remonter à l'opérateur qui doit faire effectivement le changement. Ben voilà, Madame Mathilde n'a plus la box 0892 par exemple, maintenant elle a la box 0682. Voilà. Eh ben, ça a été très très compliqué pour eux de faire cette bifurcation. La ligne téléphonique ne se mettait pas à jour, ne fonctionnait pas. La box, ah ouais, mais vous êtes enregistré avec deux box, alors ça passe pas. Un micmac pas possible. Et de nouveau, ça a repris à peu près 3 semaines pour se régler. Donc j'ai dû attendre 1 mois et demi pour enfin avoir Internet, ce qui forcément ne facilitait pas non plus l'idée de retourner un podcast et de pouvoir le transférer sur YouTube. Mais cette fois-ci, je croise les doigts, je touche du singe, je touche de la laine. Ça a l'air d'être OK. Voilà, c'était quand même... Je voulais quand même faire la parenthèse pour vous dire que Internet, les déménagements, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc tout ça, donc ce déménagement, les vacances d'été, le fait qu'il fait beau, le fait de vouloir profiter de cette nouvelle région qui, à mes yeux, est quand même magnifique, plein de paysages à voir, ne serait-ce que les petits villages, tout est en pierre, enfin pour moi c'est vraiment très très sympa. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup dehors, etc. Donc au niveau tricot, j'ai tricoté, mais quand même beaucoup moins que d'habitude. Le rendement a été réduit quoi, par rapport à ce que je pouvais faire les autres années en étant en vacances, où ça pouvait rouler plus ou moins bien. Là, c'était quand même un peu plus réduit. Mais j'ai quand même des projets finis à vous présenter, j'ai des nouveaux en cours et surtout, en bonus plutôt, dans un premier temps, il y aura une mini partie couture puisque voilà, ça y est, j'ai acquis une machine, j'apprends les bases. Je rappelle que j'avais vraiment un niveau, je pars de rien. Mais voilà, j'essaye de faire des petites choses, des petits projets. Je vais lentement, surtout, voilà, je fonce pas tête baissée. Allez hop, c'est parti, je fais un vêtement. Non, non, non. J'apprends vraiment d'abord toutes les techniques. J'ai acheté des livres qu'on m'a conseillés. Je les feuillette, j'essaye d'appliquer. Enfin voilà, j'y vais vraiment doucement pour ne pas brûler des étapes et pour pas me retrouver à faire des choses que je vais pas qui ne seront pas portables parce que les finitions seront catastrophiques ou parce que la taille ne sera pas la bonne. Donc voilà, j'essaye vraiment de prendre mon temps sur ce loisir créatif-là. Et je pense que je commencerai à faire vraiment des vêtements pas avant janvier, je pense. Là, voilà, je vais faire des petits projets, des petites choses. Ou si des vêtements pour ma fille, à la limite, oui, parce que voilà, c'est moins de tissu. Voilà, il y a des choses que ça me semble plus simple aussi, bizarrement, les vêtements d'enfant. Mais voilà, progressivement, je vais avancer sur cette thématique-là et j'essaierai de faire un premier vêtement en 2019. C'est mon objectif. Et à partir de là, essayer de faire peut-être un vêtement par mois. C'est pas énorme, mais bon, je sais que je resterai, surtout que là, ça sera en plein hiver en plus. Je pense que je resterai quand même prioritairement tricot et la couture viendra plutôt en bonus. Voilà. Ça, c'était pour introduire un petit peu toutes ces nouveautés, tous ces changements. Mais on va repartir sur le podcast classique avec la présentation des projets terminés et des en cours, etc. Voilà. Donc, premier projet terminé. Ben, voilà, il est sur moi. Donc, c'est le gilet Quiet Star. Alors, je pense que j'ai toujours du mal à le prononcer. De Rory Locatelli, encore, que j'ai tricoté en Madeleine et Philibert, qui est un Big Sock, qui est une qualité fingering, retordu, et que donc j'ai choisi ce coloris Bruges, qui est un coloris grège, à mi-chemin entre le gris et le beige, sachant que on pourrait y entreapercevoir une note un petit peu rosée aussi, voilà. Je dois décrire cette couleur, j'irai jusqu'à cette précision-là. Voilà. Alors, la chose que je peux dire sur ce gilet, c'est que vraiment, je l'adore, il est top, le tombé est parfait, la laine est fantastique, et puis le modèle, bon, je l'ai un petit peu traficoté, mais vraiment, c'est vraiment ce type de gilet qui me correspond vraiment le mieux. Là, c'est bon, plus besoin de chercher, j'ai trouvé. C'est des grands col-châles, c'est pas de boutons, c'est quelque chose qui peut rester ouvert. Alors,
un point texturé ou pas, hein, ça pas forcément, hein, ça dépend des envies du moment. Euh, mais voilà, c'est des jolies finitions, c'est quelque chose qui est vraiment, c'était vraiment un petit patron minutieux, point par point, etc. J'ai vraiment aimé le construire. Hein, c'est un top-down, hein, donc de haut en bas. On construit d'abord le dos, on revient relever pour les épaules. Non, d'abord on commence le col, pardon. On commence le col, après on relève pour faire le dos, après on relève pour faire le devant, et hop, après on démarre et tout ça. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais vous le mettre. De toute façon, j'ai un peu chaud, hein, et là, on est le 7 septembre et bon, on a encore du beau temps entre 22 et 25 degrés. Ça aussi, c'est chouette. Une belle arrière-saison, je pense, qui nous attend. Et j'ai évidemment mon petit cintre est très loin. Je reviens. Voilà. Donc, je le mets sur mon petit cintre pour pouvoir vous le montrer un peu plus en entier. Voilà. Voilà. Donc là, je trouve qu'il fait un peu sombre, donc j'essaierai de rajouter de la luminosité sur la vidéo, parce que là, je trouve que c'est un peu désaturé. Au niveau des couleurs, ce que vous voyez, c'est un peu désaturé. Bon, enfin, c'est pas très très grave. Donc, j'ai quand même fait pas mal de modifications sur ce gilet, parce que je le voulais un petit peu plus passe-partout. Donc c'est vrai que c'est un très joli modèle, de la dentelle, etc. Et je voulais pas qu'il y ait quand même non plus trop. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations sur ce gilet. Il y avait un petit peu trop de choses, trop de détails. J'ai un peu réduit tous ces détails à quelque chose de plus simple. Donc j'ai bien sûr évidemment gardé le col-châle en dentelle qui vraiment fait toute toute la subtilité de ce projet-là. Par contre, dans le dos, je n'ai pas voulu faire la dentelle. Normalement, vous avez la dentelle dans le dos. Vous avez à un moment donné, à peu près à la séparation des manches, si je ne me trompe pas, vous allez avoir une espèce de séparation avec une tresse. C'est un nom particulier, je n'ai pas retenu, qui va faire un point, mais dans le sens horizontal. Et après, vous allez faire de la dentelle. Ça peut être sympa, mais pour moi, ça allait faire trop. Je trouvais que la dentelle sur le col était bien suffisante, donc je suis restée sur le point de semis en fait. Hein. Donc vous avez un petit point maille en vert qui vient se dessiner au fur et à mesure. Et vous voyez que la laine fait des légères, la couleur de la laine fait des légères nuances, mais c'est vraiment topissime comme c'est léger, c'est super. Donc je suis restée là-dessus. Par contre, ce qui m'embêtait, dans l'idée d'enlever la dentelle, dans la dentelle, il était prévu des augmentations. Et je trouvais ça intéressant aussi d'avoir ce côté gilet qui part en s'évasant progressivement vers le bas. Donc comme je ne faisais pas la dentelle, forcément je n'avais pas les augmentations qui étaient prévues. Donc j'ai décidé d'en rajouter au niveau du côté tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite maille en vert sur le côté, ici. Je ne sais pas si elle se voit, elle se voit pas très fort. Il y a voilà, il y a une fausse couture avec une maille en vert tout le long, là, jusqu'en bas, qui descend en fait tout simplement. J'avais laissé un anneau marqueur pour avoir bien l'endroit où on est juste en dessous des bras. Et donc j'ai décidé de faire une maille de fausse couture pour pouvoir faire mes augmentations autour de cette maille de fausse couture. Alors c'est pareil, comme j'ai un petit peu décidé moi-même de combien d'augmentations j'allais faire et tout ça, afin d'avoir quelque chose qui allait me correspondre. Donc j'ai décidé, je ne connais pas par cœur parce que j'ai un peu oublié, ça fait un moment qu'il est fini. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des augmentations dans le dos, donc uniquement au niveau de la fausse couture, uniquement vers le dos, d'accord? J'ai fait ces augmentations-là, donc simplement une augmentation penchée vers la gauche, une augmentation penchée vers la droite par rapport à la couture, tous les 12 rangs. J'ai fait ça. Et j'ai fait une augmentation dos et devant. Donc vous avez votre maille en vert. Donc de chaque côté, cette fois-ci de la maille en vert, donc à la fois le dos et à la fois le devant, il y avait une augmentation. Et là, c'était tous les 36 rangs. Me demandez pas pourquoi j'ai fait tous les 36, tous les 12. Je pense que j'ai dû un petit peu calculer avec la dentelle combien on avait, quelle était la différence entre le maximum de mailles qu'on avait à la fin de la dentelle et au début de la dentelle, et j'ai voulu reproduire à peu près le même effet. Donc
pour reproduire le même effet, j'ai fait ces augmentations-là, tous les 12 rangs que le dos. Donc j'avais 2 augmentations, 2 augmentations. Puis tous les 36 rangs, dos et devant. Donc là, il y avait 4 augmentations. Donc en gros, ça faisait 2 augmentations, 12 rangs, 2 augmentations, 12 rangs, 4 augmentations. Ouais, c'est ça. 12 rangs, 2 augmentations, 12 rangs, 2 augmentations, 12 rangs, 4 augmentations, etc. etc. jusqu'en bas du gilet. Ça donnait à peu près ça. Voilà. Et donc tout en bas du gilet, j'ai fait des côtes de 2 qui sont prévues, oui, mais qui, je pense que c'est Cécile de Que font mes mains qui a dit ça, qui n'était pas très heureuse après la dentelle. Il me semblait qu'elle avait dit que bof, en continuité avec la dentelle, c'était pas génial. Moi, du coup, j'ai pas le problème puisque c'était le point de semis jusqu'en bas. Donc ça, c'était une chose aussi. Autre augmentation, de nouveau, je n'ai pas fait la dentelle sur les manches. Normalement, les manches ne se terminent pas en côte de 2, elles se terminent en dentelle. Donc là, pareil, je ne voyais pas l'utilité, encore une fois, rajouter la dentelle. Non, j'ai préféré rester simple, donc j'ai fait que des côtes de 2. Et je n'ai pas fait les ceintures. Alors, la ceinture, pardon. Alors, la ceinture, c'était pas tant que je voulais pas la faire, j'hésitais, mais en fait, je n'avais plus de laine. J'ai vraiment utilisé les 3 écheveaux complets. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive pour un projet, mais il me restait 2 grammes, quoi. J'étais super contente, en fait, d'avoir aussi bien rentabilisé ma laine. Et en plus, c'est de la laine généreuse parce qu'on était sur 420 ou 425 mètres pour 400 grammes. Pour 100 grammes, pardon. Donc, là, pour le coup, j'ai vraiment eu peur de ne pas avoir assez de laine. Et puis, j'ai rassuré tout le monde en disant que c'était bon. J'avais même précommandé de la laine chez quelqu'un qui en avait encore en stock. Puis finalement, j'ai même pas dû lui demander puisque c'était OK. Voilà. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il y a énormément de modifications, c'est vrai. Donc si vous avez besoin de réentendre tout ça ou de contrôler tout ça, parce que peut-être que j'ai pas tout dit, j'ai tout mis comme d'habitude sur ma page Ravelry. Donc vous avez la description du projet et après vous avez modification de points et vous avez tiré par tiret toutes les modifications que j'ai apportées pour avoir un gilet plutôt le Quiet Star, on va dire revisité en simplifié. On peut dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Donc très 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 contente de ce gilet. Je le porte beaucoup en ce moment. Dès qu'il fait un peu plus frais, c'est un peu celui qui m'accompagne. En plus la couleur elle va avec tout. C'est juste génial, quoi. Alors deuxième projet terminé. Là on peut dire que c'est un peu mon projet de l'été. Puisque j'avais prévu un petit peu, hein, j'avais un peu anticipé ce déménagement en me disant que j'aurais sans doute besoin d'un projet qui me prenne pas trop la tête, que voilà, je peux reposer, le prendre 5 minutes, le reposer et tout ça, juste histoire de me détendre un peu et d'avancer sur le tricot. Donc naturellement, comme ça fait de longues dates que je veux le faire, j'avais prévu de monter un boxy que je vous avais présenté au précédent épisode. J'avais fait quelques centimètres, il me semble, à ce moment-là. Et bien, il est terminé. Il est terminé depuis récemment, quelques jours. Donc c'est pareil, je vais vous le mettre sur le cintre pour vous le montrer. Et là, pour le coup, je suis restée plutôt dans les clous au niveau du patron. Voilà. Bon, c'est un boxy, hein, donc il est très large, évidemment. J'ai pas mesuré, je sais pas quelle aisance positive j'ai particulièrement. Moi, j'ai simplement décidé de faire la plus petite taille, hein, comme beaucoup d'entre vous, hein, pour pas non plus avoir quelque chose de vraiment très très large. La seule chose, c'est que j'ai été plus vigilante au niveau des emmanchures. J'ai bien respecté les centimètres de la taille 2 ou 3, je ne sais plus. J'ai monté le nombre de mailles de la taille 1. Et après, j'ai suivi les indications pour la taille 3 au niveau de la hauteur des manches. C'était quelque chose comme ça. Donc je l'ai tricoté en Hedgehog Skinny Single Coloris Stone que j'avais dans mon stock depuis très longtemps, que j'avais acheté à la cabane. Ça doit faire au moins 2 ans, je pense. Voilà. Donc c'est un coloris beige, encore une fois. Là, je suis un petit peu dans ces tons-là, hein, en ce moment. Donc vous m'excuserez, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu monocouleur là, hein, mais bon voilà. Donc voilà le boxy. Donc finalement les modifications que j'ai apportées, ça sera au niveau du col uniquement, je pense qu'il n'y a que ça. Oui, parce que j'avais pas envie d'un col rouloté en jersey, donc j'ai fait des côtes de 2.
Mais il y a un petit problème ici, il baille un peu parce que j'ai fait une bêtise au niveau du relevage de mailles à ce niveau-là, que j'ai essayé de rattraper et visiblement ça n'a pas fonctionné. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse le col. C'est pas rigolo, mais je vais détricoter. Bon, c'est l'histoire de quoi? Une demi-heure peut-être, donc bon, ça vaut le coup de le refaire pour pas avoir le col qui baille, sinon je sais que ça va me saouler et que si c'est pour pas le porter juste à cause de ça, c'est quand même dommage. Donc je vais m'attaquer à refaire le col dans pas trop longtemps pour que ça soit fait. Il est bien doux en tout cas, il est bien chaud, donc ça c'est chouette. J'avais des petites remarques quand même. Donc en bas, on vous conseille de faire des côtes 1-1. Ouais, c'est ça, des côtes 1-1, maille endroit et maille envers. Et d'en faire 4. Alors, quand on est sur une masse de jersey comme ça, vous savez que le jersey il roulotte. De façon générale, il roulotte un petit peu. Donc à 4 rangs de côte, donc moi forcément il a bien rouloté pendant tout le projet, ça revenait sur moi. Super, le retour des mouches. Et donc ça m'a bien saoulé déjà pendant le projet. Et au moment de le bloquer, j'ai quand même galéré à bien aplatir pour que ça ne rebique pas. Donc là tout juste, hein, il ne rebique pas. Mais voilà, si c'était à refaire, je ferais au moins 6 rangs. Je pense que c'est un minimum pour que voilà, vous soyez tranquille avec le roulotage. Vaut mieux faire ça, vaut mieux faire 6 rangs. D'ailleurs, il me semble que pour les manches, je vais compter. J'en ai peut-être fait que 5 en fait. 1, 2, 3, 4. Ah non. Attendez. J'en ai fait 4 ou j'en ai fait 5? Moi, j'en ai fait une de plus que dans le bas du pull. Voilà, donc ça c'était une première chose qui me semble à signaler. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire quelques rangs de côtes supplémentaires. Et après vous réduisez. Hein. Et pour éviter de twister aussi, parce que vous vous retrouvez avec plus de 300 mailles sur le rang de montage, vous embêtez pas, faites des allers-retours sur les côtes. De toute façon, c'est des côtes, donc que vous soyez à l'endroit ou à l'envers, ça ne changera rien. Ça sera une maille endroit, une maille envers. Donc faites des allers-retours sur 4-5 rangs, et après, vous revenez en rond, mais vous fermerez l'ouverture avec une petite couture. Hein. Franchement, c'est invisible. Je vais essayer de retrouver où c'était. Je suis même pas sûre que je retrouve. Je crois que c'était là. Je pense que c'était ici. Enfin voilà, je veux dire, ça se fond complètement dans les côtes 1-1 en plus. Il n'y a aucun souci quoi. Voilà. Ça m'a pas posé de soucis du coup de tricoter ce projet. Hein. Il y en a beaucoup qui disent oh là là, le boxy, c'est chaud, c'est long. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles. Maintenant, on est sur du jersey, donc ça va vite. Pour moi, le ça était beaucoup plus long à faire. Alors que il est pas fité, mais non, il y a quand même beaucoup de mailles aussi sur le Quiet Star, entre le col qui est gros et le fait de l'évaser. Mais ça a été beaucoup plus long en heures complètes de faire le Quiet Star que de faire le boxy, concrètement. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop effrayé par le long tube. Vous faites ça en même temps qu'autre chose. En regardant la télé, voilà, ça passera, ça devrait passer nickel. Oui, alors il y en a beaucoup qui tricotent en voiture aussi, j'ai vu, donc pourquoi pas tricoter en voiture. Voilà, ce que je pouvais dire sur ce pull. Bon, j'ai quand même fait une petite boulette. Je préfère le dire parce que voilà, ça arrive à tout le monde de faire des boulettes. Surtout sur ce type de projet tout simple où on se dit, c'est de l'excès de confiance. Hein. On est à l'aise, on se dit allez c'est bon, c'est facile, c'est du jersey, c'est un patron facile et du coup on est moins vigilant et on fait des boulettes. Donc là où j'ai fait une boulette en fait, c'est que donc comme je vous l'avais expliqué, j'ai pris le nombre de mailles à monter pour le tube, j'ai pris la taille 1, mais à un moment donné il faut séparer le dos du devant. Donc ce qu'elle dit dans son patron, ce qui est logique, vous tricotez autant de mailles, vous mettez un anneau marqueur pour séparer et machin. Donc, en gros, c'est moitié-moitié. Sauf que moi, j'avais le nombre de mailles de la taille 1 et en fait, au moment de séparer, j'ai pris justement le nombre de mailles de la taille 3 parce que souvent, je fais des tailles 3. Et là, dans ma tête, comme d'habitude, j'avais fait la taille 3. Eh ben non. Donc, ce qui fait que j'avais plus de mailles sur le devant et moins de mailles sur le dos. J'étais pas pile au milieu pour les emmanchures. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite et quand je m'en suis rendu compte, j'avais vraiment pas envie de détricoter.
Donc ce que j'ai fait, c'est que sur une des deux parties, la partie où il y avait le moins de mailles, j'ai refait des augmentations au moment de la reprendre. Donc au niveau des emmanchures ici, j'ai fait des augmentations pour avoir plus ou moins le même nombre de mailles pour les épaules. Sauf que pareil, j'ai pas été non plus hyper rigoureuse et donc du coup j'ai un décalage. Je vais avoir un décalage. Alors il y en a un des deux qui est pas décalé. Ouais, bah c'est ici. J'ai un décalage au niveau des rangs raccourcis ici, puisqu'au moment de faire le rabattage à 3 aiguilles, vous avez des rangs raccourcis. Au moment de faire le rabattage à 3 aiguilles, vous allez rapprocher les deux parties. Et donc normalement, les rangs raccourcis doivent tomber tous en face les uns des autres. Mais comme j'ai pas eu le même nombre de mailles, j'ai un décalage parce que les rangs raccourcis, du coup, ils se décalent comme ça. Alors, c'est pas dramatique. Voilà quoi, c'est pas moche. Hein, je veux dire, on pourrait se dire c'est fait exprès. Mais sauf que normalement, ça aurait dû tomber pile. Et comme j'ai fait attention du coup sur l'autre épaule, j'ai bidouillé pour être plus ou moins en face. Du coup, ça rend pas exactement pareil sur l'autre épaule. Mais honnêtement, ça me pose pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si on avait un trou au milieu du pull ou un rafistolage ou quelque chose qui se voit vraiment beaucoup. Là, je veux dire, un œil non expert qui tricote pas ne le verra absolument pas. Et moi, bon, c'est une épaule d'un côté, une épaule de l'autre. Elles sont pas pareilles exactement toutes les deux. Euh, bon, normalement, on voit pas mes deux épaules en même temps, hein, c'est pas possible. Donc, je pense que ça posera pas plus de problèmes que ça. Mais vous voyez que, voilà, avoir trop confiance en soi en tricot, c'est pas bon non plus. Faut rester vigilant, faut toujours prendre 2 secondes, bien lire le patron, bien entourer la taille qu'on fait. Hein. Là, déjà, si je l'avais fait, j'ai pas entouré aussi. Si j'avais bien mis au fluo la taille que je faisais et si j'avais bien écrit à côté de chaque chose, attention, là tu as fait la taille 1, attention, là tu dois suivre la taille 3, ça me serait pas arrivé. Mais c'est parce que là, je me suis dit c'est bon, j'ai tout gardé dans ma tête, sachant qu'elle était pleine à craquer avec tout ce qu'on avait à faire, le déménagement et tout ça, bah, j'ai oublié et j'ai fait une boulette. Bon, encore une fois, pas dramatique, mais un petit peu embêtant quoi. Un petit peu embêtant. Là par contre, je remarque que derrière, j'ai un petit trou. Enfin, j'ai pas un trou, mais la laine fait elle devient toute fine et après il y a un endroit beaucoup plus épais. Donc il faudrait que je fasse une petite couture à l'intérieur parce que là c'est pas très joli, mais ça se répare sans souci. Mais voilà, sinon c'est un chouette projet, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc voilà, maintenant c'est fait, c'est fini, il n'y a plus que le col à peut-être refaire. Et au sujet du coloris, je suis contente parce qu'il est subtil, mais voilà, ça reste assez uni. Et alors, ce qui est très très joli, et à quelques endroits où vous avez des toutes petites pointes de rouge. Il y a pouf, un petit grain rouge qui est venu se mettre. Donc j'ai quelques endroits sur mon pull où il y a une petite tache rouge. Je trouve ça plutôt joli, plutôt agréable. Et oui, comme c'était quand même un long projet au niveau des mailles, j'avais pas envie d'avoir un souci de bain des chevaux. Donc là, j'ai alterné par contre. J'ai alterné tout le long du tube de 40 cm, j'ai alterné 2 écheveaux. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu plus laborieux parce que vous vous retrouvez avec 2 écheveaux qui viennent s'emmêler, qu'il faut débobiner en permanence. Voilà. Mais bon, sinon, ce petit pull est quand même globalement réussi. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième projet terminé. Je n'ai pas d'autres projets terminés. Par contre, j'ai quelques en cours. Alors, j'ai l'impression finalement, à part le premier gilet, que la plupart de mes projets tricot ont eu un peu quelques difficultés. Mais bon, rien d'insurmontable. Je prends un petit coup. Donc au niveau du premier en cours, bon, c'est celui qui est ici, qui est accroché. Hop. Donc là, on est de nouveau sur un pull. Donc là c'est bien parce que il n'y a plus de pelote. Le premier écheveau est terminé. Hein. Il n'y a plus que le fil qui pend. Alors, la laine maudite. Là c'est la laine maudite. C'est une laine, donc je vous avais présenté le premier projet que j'étais en train de tricoter avec, qui était... alors, comment il s'appelait ce projet? C'était Justina Lorkowska, le Mira, je pense, le Mira, qui était un projet, un pull avec un point texturé. Parce que dans ma tête, je voulais absolument quelque chose de texturé pour ce coloris, qui est un coloris un peu vert d'eau. Voilà, là vous le voyez un peu désaturé.
mais il est plus lumineux que ça en vrai. Donc ce coloris-là, oui, c'est de la Eden Cottage Yarn Titus. Et donc voilà, je voulais absolument un pull texturé avec ça. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. D'abord j'ai fait le Mira. Ça n'a pas fonctionné parce que l'encolure était très très large. Le point à tricoter, c'était vraiment très désagréable. Donc ça m'a rapidement lassé. Et en plus j'ai fait une erreur qui nécessitait que je détricote quelques rangs. Et là ça m'a achevé. J'ai dit bon tant pis, je détricote tout. Je fais autre chose avec. Et donc j'ai cherché un nouveau projet. Et là cette fois-ci je suis tombée sur le patron Groupie de Anne Crick. Anne Crick, alors comment ça s'écrit? Je ne l'ai pas écrit. Ankestrick, je ne sais plus, de toute façon je vous le noterai. Euh, qui fait des très beaux patrons hein, d'ailleurs. C'est aussi une créatrice de talent. Et donc celui-là je le trouvais très très sympa aussi. Donc là le point texturé il est plus simple hein, parce qu'on est en fait, c'est des côtes. C'est des côtes que vous allez alterner. C'est des côtes de 2 et en fait à un moment donné vous changez, vous faites 4 rangs de côtes de 2 et puis après le rang d'après les côtes de 2 sont décalées en fait tout simplement. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre j'avais pas fait plus que ça attention à la construction du patron. J'avais bien vu que les manches ici étaient en jersey et on avait ici, pour moi c'était des augmentations et que le motif se poursuivait. Eh ben pas du tout. En fait, je pense qu'il n'y a pas du tout d'augmentation d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il y en a un peu au début. En fait, ce sont des rangs raccourcis. Donc en fait, vous allez vous amuser à faire, je ne sais pas combien de rangs raccourcis pour construire tout le yoke. D'abord, vous êtes que dans le dos, puis après, progressivement, vous allez prendre les mailles du devant, etc., jusqu'à ce que vous ayez fini et que vous vous retrouviez avec les emmanchures de terminer en fait. Donc jusque-là, c'est que des rangs raccourcis tout le temps. Donc faut le savoir, hein, parce que faut aimer ça. Hein, donc vous êtes tout le temps en train de tourner votre travail. Il faut toujours bien repérer la maille double que vous avez créée, pas vous gourer, etc. Moi, je me suis trompée. Hein. Je me suis trompée à un moment donné. J'ai perdu le fil, j'ai perdu une maille double. Et alors à partir de là, c'était fini parce que je ne savais pas plus du tout où j'étais. Donc j'ai dû recommencer le projet. Bon, j'étais pas très loin, hein, j'avais peut-être fait ça, j'étais peut-être ici quelque part. Ouais, c'était une soirée perdue en gros. Donc j'ai recommencé et là par contre j'ai vraiment bien fait attention. J'ai coché à chaque fois que je faisais un rang, enfin je me suis un petit peu débrouillée comme ça. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est la laine maudite parce que premier projet foutu. Deuxième projet, je loupe le début. Ensuite, après, ça va, mais c'est quand même laborieux, tous ces rangs raccourcis. Donc, ça m'a pas forcément plu de tricoter ça. Puis après, à partir de la séparation des manches, voilà. Mais maintenant, ça reste un motif avec des mailles en droit, des mailles en vert. On change le fil de sens très souvent. Donc pareil, c'est laborieux. Et là, vous voyez, ça fait un moment que je l'ai stocké là. Ça doit faire ça fait peut-être 2 semaines que j'y ai pas touché puisque j'ai repris mon boxy, je l'ai terminé. Et puis surtout, j'ai commencé un nouvel en cours qui, voilà, comme je l'adore, je suis à fond dessus. Donc pour l'instant, il est de nouveau au dodo et je suis pas sûre du coup de le reprendre avant le printemps prochain parce que au vu de la qualité de la laine qui est assez légère, au vu du coloris, là, j'ai plus envie de ça pour l'instant. Là, je pense déjà au projet automne-hiver. Enfin, voilà, mon cerveau, il a fait un bond en avant. Cette laine, elle doit être, enfin, pour moi, elle est tricotée en été. Et là, l'été, il est terminé. J'ai pas fini mon projet. Tant pis, quoi. J'ai eu le même souci l'année dernière avec un gilet mohair que du coup, j'ai pas terminé. Mais du coup, je vais pouvoir le reprendre. Je vais pouvoir le reprendre, bon, pas tout de suite non plus parce que là, il fait pas très froid. Je vais le reprendre en novembre, fin octobre, début novembre, à partir de là, si je suis pas sur d'autres projets trop prenants non plus. Mais voilà. Donc ce projet-là, malheureusement, je pense qu'il va de nouveau être stocké jusqu'à ce que les beaux jours 2019 reviennent. J'abuse un petit peu, mais après, je sais pas, hein, peut-être que je vais avoir un sursaut, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais après, j'aime bien. Par contre, je le trouve très sympa. Je pense qu'il va être très joli une fois fini et porté nickel. Mais bon, là, j'ai vraiment du mal avec cette laine. On dirait qu'elle, voilà, je vous dis, on dirait qu'elle est maudite. C'est bizarre.
Comme je vous disais, pourquoi est-ce que j'ai de nouveau mis ce projet au dodo? Non seulement pour finir mon boxy, mais pour commencer le nouveau projet qui n'est pas du tout original, mais alors pas du tout. Puisque, premièrement, j'ai ressorti ma caramel, euh, la fameuse laine caramel qui est vraiment la laine de l'automne, hein, on va pas se le cacher. C'est vraiment un coloris, le mois d'octobre, ça colle super bien avec. Donc là, c'est la Glace Pécante de Madeleine Tosh, qui est toujours aussi jolie, hein. Moi, j'en avais en stock, j'en avais 3 écheveaux, plus mon reste de masgotte. J'avais tricoté un masgotte l'automne dernier. Évidemment, le masgotte, les insertions, vous ne tricotez pas un écheveau complet, jamais. Donc il m'en restait quand même pas mal. Donc j'avais 3 écheveaux et demi en stock. J'avais dans l'idée de faire un pull ou un gilet avec, hein, puisque j'avais la quantité, mais finalement non. Et je me disais, c'était un peu ma perspective, c'était un peu ma conclusion aussi de l'année dernière. Les châles multicolores, ça commence un peu à me lasser, parce qu'après c'est hyper compliqué à sortir. Donc là je me suis dit, je vais faire un châle uni avec cette couleur-là. Donc m'est venu quand même comme une évidence, puisqu'il était dans ma to-do list et puisqu'il a quand même beaucoup de succès en ce moment et que je comprends pourquoi, parce qu'effectivement il est canon. Eh ben j'ai commencé le boho blush. Ben oui, hein. Le boho blush, le voilà. Et donc en fait j'avais posté hein, sur Instagram j'avais demandé si qu'est-ce que vous en pensiez, est-ce que je le faisais en rose ou en caramel. Je pense que vous avez plus voté rose et par esprit de contradiction, j'ai pris la caramel. Non, mais c'est surtout parce que j'avais vraiment envie de tricoter cette couleur en ce moment. Et du coup, c'est rigolo puisque sans vraiment y penser, sans vraiment se concerter, du coup, je fais exactement le même châle dans la même couleur que mon amie Fabienne Charlie Hebdo qui le tricote dans le Nord. Et moi, je suis là. Mais voilà, c'est marrant. Donc, j'en suis là. J'ai donc tricoté la première partie de brioche et je suis au moment de la première partie de dentelle. Voilà. Voilà, les nuances sont superbes. C'est vraiment très 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 sympa à tricoter. Moi j'adore de toute façon les châles avec du point mousse. Là le fait qu'il y ait point mousse et alternance de points plus particuliers autour, c'est vraiment super. C'est marrant parce que c'est simplissime et pourtant ça donne toujours un effet très agréable. La laine qui est de la Madeleine Tosh Merino Light, hein, je l'ai dit, je trouve qu'elle est vraiment idéale pour les châles. Elle est vraiment douce, moelleuse, elle a des épaisseurs, hein. On n'est pas sur un fil fin qui reste constant, continu tout au long. Au contraire, on va avoir des différences d'épaisseur et je trouve que justement, ça, pour des châles, c'est l'idéal parce que ça renforce l'effet doudou au niveau du cou. Donc ça faisait un moment que j'avais plus tricoté de la Merino Light et le fait de la ressortir, je me suis dit, ah ouais, quand même pour les châles, elle est vraiment top, quoi. Faut pas hésiter à faire un châle en single de cette qualité-là, ça rend vraiment bien. Voilà. Donc au niveau de pas de difficulté, pas de modification particulière pour l'instant. Juste pour l'anecdote, bon, la brioche j'en ai fait pas mal hein, quand même déjà, mais je n'avais jamais fait de la brioche unicolore. J'étais tout de suite passée par la brioche de couleur. Et en fait, c'est pas du tout, enfin, on n'est pas du tout sur la même chose c'est pas du tout la même construction. La brioche multicolore, on a quand même, faut maîtriser beaucoup de rangs, faut faire vraiment bien attention. La brioche unicolore, elle est vraiment très très simple puisqu'on fait toujours le même rang. Et ça m'a surprise en fait. Je me suis dit, bah, ça va jamais faire de la brioche de faire ça. Eh bah si, ça fait de la brioche, il n'y a aucun souci. Donc c'est pas mal en fait pour finalement débuter la brioche, de plutôt commencer par la unicolore. Bon, moi, c'est vrai que moi, j'avais pas vu les choses sous cet angle à l'époque. Puis je crois que c'est le brioche à l'échieuse que j'avais fait en premier. Et je voulais absolument faire ce châle, donc forcément, ça m'avait motivé à directement apprendre la technique. Ici, voilà, c'est très simple. Et du coup, c'est bien parce que ça fait longtemps que j'en avais plus tricoté. Et ça me remet dans le bain. Donc là, si je réenchaîne avec un autre projet avec de la brioche multicolore dedans, je me serais à peu près réapproprié le mouvement, en tout cas. Même si, je vous dis, il y a quand même 4 rangs différents. Là, on est sur
Là, on est toujours sur le même rang, donc c'est bien, quoi. Non, vraiment, c'est chouette. Et puis la dentelle, ben voilà, c'est de la dentelle. Il faut se concentrer un petit peu, mais elle est pas difficile. Faut juste bien compter, en fait, hein. Après, n'hésitez pas à mettre des anneaux marqueurs entre chaque petite partie si ça vous aide. Moi, là, c'est vrai que j'en ai pas mis. Mais ça peut aider de mettre des petits anneaux marqueurs entre chaque section de dentelle. Voilà, voilà, j'en suis là. Donc là, je tricote à fond ce projet-là pour l'instant. Le petit pull ici, il est au dodo. Est-ce que j'arriverai à le reprendre? Rien n'est moins sûr. Et je n'ai pas d'autres en cours pour l'instant, mais je réfléchis beaucoup au prochain projet, puisque je me suis inscrite cette année encore au tournoi de Nitich. Et donc, faut essayer d'être efficace un petit peu, mais je vais moins me mettre la pression que l'année dernière. L'année dernière, j'étais vraiment à fond sur faut faire un vif d'or, machin. J'avais fait un vif d'or pour chaque match, je pense, mais cette année, je pense que j'aurai pas le temps parce que le déménagement, ça implique aussi que j'ai une nouvelle équipe, un nouveau boulot. Il y a pas mal de choses qui changent et ça va me demander quand même de l'énergie. Et, euh, et voilà, enfin, je vais le faire un peu plus tranquille. Après, si j'arrive à tricoter beaucoup, tant mieux, mais je ne vais pas me fixer comme objectif absolument le vif d'or, etc. Et donc cette année, l'année dernière j'étais Griffon d'or, cette année je me suis dit bon, on va laisser le hasard décider et quand on s'inscrit, on peut choisir, je n'ai pas de préférence de maison. C'est ce que j'ai fait et je suis tombée chez les Serpentards. Voilà. Donc là je retourne complètement ma veste, hein, puisque Gryffondor contre Serpentard, c'est le combat ultime. Mais bon, ça me convient tout à fait. Pourquoi pas être chez les Serpentards à la limite, si c'est des éditions qui se répètent d'année en année, si je fais une fois toutes les maisons, ça m'ira très bien. Voilà. Après, je vais essayer de participer un petit peu au forum, mais pareil, je vais pas forcément avoir beaucoup de temps. Je vais surtout bien indiquer mon métrage et comptabiliser pour l'équipe, quoi. Mais voilà, c'est encore un événement bien sympathique autour du tricot qui se projette pour cette rentrée. Donc ça c'était pour vous parler de ça et donc je vais enchaîner sur les achats de laine et les futurs projets qui du coup voilà, sont un petit peu mélangés puisque l'un entraîne forcément l'autre. Alors je n'ai rien acheté là sur les 2 mois de vacances. J'avais d'autres choses, d'autres choses à penser, d'autres choses à acheter. Par contre j'ai quand même reçu des choses. Première chose, j'avais participé au Cal Loose, c'était Loose Cal qu'on disait je pense, qu'avait organisé Liz Taylor et j'avais gagné un petit lot. Elle m'avait tiré au sort et j'ai gagné les mini écheveaux de chez By Night. Donc super parce que By Night c'est la laine que j'avais utilisée pour faire mon puntilla que je surkiffe toujours. Donc super. Je suis bien contente d'avoir gagné. Donc là c'est des mini, il y a du bleu, du gris et du rose. C'est de la retordue 100% Merino Super Wash. Et après, à chaque fois, vous avez l'étiquette qui explique en quoi c'est, avec quoi elle atteint, avec quelle plante elle atteint les chevaux. Donc là, par exemple, les 2 roses, c'est de la cochenille. Donc j'imagine que voilà, celui qui est rose plus foncé, c'est avec quelque chose de plus hard, quoi. Bon, je ne sais absolument pas quoi faire avec. Après, comme c'est des couleurs un petit peu qui vont bien ensemble, est-ce que ça serait pas l'occasion de faire quelque chose en jacquard pour moi ou pour Charline? C'est une idée à creuser. Je pense que justement, hein, toutes celles-là pourraient être sympas avec un gris clair. Justement, bon, là, il est trop petit, mais les 2 roses et les 2 bleus. Enfin, on a un rose clair, un rose foncé, un bleu violet et un bleu marine, ça pourrait être sympa avec un gris clair. Idée à creuser pour éventuellement un pull en jacquard qui ne nécessiterait pas beaucoup de laine. Donc ça c'était une première réception. Et alors, deuxième chose que j'ai reçue, c'est vrai que là j'y croyais plus, puisque l'Hélène du Scarabée, Barbara avait aussi fait un tirage au sort fin avril je pense, pour offrir des laines qu'elle avait en stock mais qu'elle ne pouvait pas vendre parce que soit le bain n'avait pas été correct, soit le métrage n'était pas bon, soit c'était des écheveaux uniques qui étaient sortis comme ça de ces chaudrons, voilà, et qu'elle ne pouvait pas vendre.
Donc elle a tiré au sort pour dire bah, je vais les donner du coup, je vais pas garder ça. Donc effectivement, elle a tiré au sort avec les personnes qui avaient acheté chez elle les 2 dernières années, je pense, quelque chose comme ça. Et comme j'avais fait une commande quelques mois plus tôt, bah voilà, c'est tombé sur moi et j'ai gagné 3 échos. Elle me les envoie. Au bout d'une semaine, 10 jours, et bah, c'est bizarre, j'ai toujours rien reçu. Je la préviens. Elle me dit ah ouais, je vais vérifier. Elle vérifie et mon colis est resté bloqué à une plateforme. Voilà, ça se débloquait pas, ça se débloquait pas, ça se débloquait pas. Elle a fait une réclamation et elle a fini par les récupérer chez elle au mois d'août. Voilà. Donc ça a mis 2 mois et demi pour revenir, mais c'est revenu. Je dis des bêtises, mais juin, juillet, 3 mois et demi pour revenir, mais c'est revenu chez elle. Alors pourquoi chez elle et pas chez moi alors que c'était moi la destinataire, pas chercher à comprendre, peu importe. En tout cas, c'est revenu. Donc, elle, très gentiment, elle a dit bah écoute, je vais te les renvoyer. Donc, elle a payé 2 fois les frais de port, la pauvre. C'est pas génial, mais en tout cas, je la remercie parce que les échevaux qu'elle m'a offerts sont vraiment canons. Alors, le premier, c'est celui-là, du rose. Ah, je suis trop contente. Donc, ça s'appelle Grillon. C'est sa qualité Grillon. On est sur du Merino Super Wash et c'est de la single. Voilà, donc on est sur un rose magnifique. Dommage qu'on n'ait pas trop. Donc là, il est tout seul, hein, évidemment. Et donc, elle a écrit Essai tutu, coloris unique et non reproductible. Dommage, hein, parce qu'il est vraiment beau. Donc, ça va super bien avec mon haut. Donc, il est tout seul, ce petit écheveau. Alors, du coup, je ne sais pas trop quoi faire avec. Peut-être, je pense à ça, peut-être un bonnet rose, parce que j'ai pour projet de me faire dans longtemps, hein, peut-être cette saison automne-hiver, un châle rose aussi. J'ai de la laine en stock. Et le rose est assez approchant de celui-là. C'est pas exactement le même, mais je peux dire en bonnet et en châle, ça pourrait le faire. Donc c'est une idée à creuser ou pas, hein. Après, ça reste un écheveau complet. Je peux faire plein de choses. Je peux faire des rayures. Je peux faire. Non, je peux pas faire un pull pour ma fille parce que maintenant, hein, ça l'utilisera plus d'un écheveau. Voilà, ça laisse place à quand même de bonnes idées, mais il est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, ça, c'était le premier écheveau que j'ai reçu. Le deuxième écheveau que j'ai reçu, c'est celui-là. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à dire qu'on est sur du 65% cachemire, 35% soie. Donc, c'est juste une tuerie de douceur. Et alors, au niveau du coloris, voilà, encore une fois, elle m'a bien cerné parce qu'on est sur un gris avec des petites nuances beige caramel. Voilà. Et elle a écrit, donc c'est de la noctuelle au niveau de cachemire soie, coloris bois flotté. Alors, je ne sais pas pourquoi il est non reproductible, mais voilà. Peut-être qu'il y a un souci de métrage ou je ne sais pas très bien. Mais c'est super doux, quoi. Ce 65% de cachemire, c'est impressionnant. Donc comme c'est très 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 doux, je me suis dit ce sera forcément pour mon cou. Donc pareil, est-ce que j'en fais un châle? Mais alors si je fais un châle, il va falloir que je le mette en duo avec d'autres laines. Donc à voir. Mais tout seul, ça fera quelque chose de trop petit, je pense. Parce qu'en plus... Ah non, il y a 400 mètres, donc c'est bon. Je pensais qu'il y avait 360-70 mètres. Mais là, c'est bon. Donc ce que j'avais quand même prévu comme duo pour l'instant, et là vous allez vous marrer parce que vous allez dire encore cette couleur, mais en fait je trouve que ça irait très bien avec la caramel, hein. Et alors ce petit écheveau que j'ai bobiné début de l'été, parce que je pensais que j'allais le tricoter rapidement, mais en fait non, qui va reprendre en fait les tons des deux écheveaux. Il y a du gris qui ressemble un peu à celui-là, et il y a du caramel. Donc là on est quand même plutôt... voilà, vous voyez, on est quand même plutôt dans un mélange intéressant. C'est de la Seawalk, hein, la Wall Collection, je ne vous l'ai pas dit. Mais j'ai dû vous la présenter précédemment. Donc ce qui me viendrait à l'idée, ça serait un Vortex Shawl. Mais ça va encore faire du caramel, hein. J'ai déjà mon mascotte, je vais avoir le bow blush. Ça ferait quand même beaucoup de châle en caramel, mais après tout, moi j'aime bien. C'est une couleur quand même qui est à la mode et qui passe quand même bien. Donc ça pourrait éventuellement le faire.
Ou alors je reste que sur ces deux-là, je fais un châle à deux couleurs, mais bon, ça serait dommage peut-être de ne pas les mettre du caramel avec cet écheveau-là qui, je vous promets, correspond vraiment très très bien avec ces deux-là. C'est encore une idée à creuser. Vous voyez, en ce moment, les rouages de mon cerveau, ils tournent quand même beaucoup parce que je réfléchis futur projet et que c'est pas toujours évident. Et enfin, le troisième écheveau qu'elle m'a offert, c'est un écheveau d'une couleur plus foncée. On est sur Luciole, hein, ça c'est sa base Merino classique, hein, super wash, 400 mètres pour 100 grammes, retordu. Et là, on est sur cette couleur-là. Donc je vous le mets plus près. Donc on est sur un base grise, gris foncé, et vous allez avoir des nuances, encore une fois, un peu marron caramel, et il y a un petit peu de violet aussi. Alors ça c'est très rigolo puisque le violet, ça c'était vraiment ma couleur il y a quelques années d'ici. Le violet, j'adorais ça. Ça s'est un petit peu atténué, mais j'aime toujours, hein, donc ça ne me pose pas de soucis. Je me demande si c'est pas parce qu'il y a du violet justement qu'elle a peut-être pas pu le vendre, parce que peut-être que c'est une base qui est censée ne contenir que du gris et du caramel, je sais pas. Donc elle a écrit coloris non reproductible, elle a rien mis d'autre. Donc ça, je peux absolument pas vous dire de quoi c'est censé venir, c'est suspect. Donc ça, je pense me faire des mitaines avec. Je pensais me faire des mitaines avec, pour les mitaines de cet hiver, parce que ça reste gris, donc ça va aller quand même avec pas mal de choses. Et voilà, avec des petites nuances, des petites subtilités, ça peut être très très joli en mitaine, ça va aller avec les manteaux sans trop de soucis. Et ça va aller avec mes châles caramel. Si je fais un vortex et le Mont blush, bah, ça ira bien parce qu'il y aura un rappel de caramel. Voilà. C'est l'épisode sucre cuit. Voilà. Donc voilà, comme nouveauté au niveau des laines, je n'en ai pas d'autres puisque j'ai pas fait d'achat, mais dans un futur assez proche, je risque d'acheter plutôt, ça va être enfin, des laines mohair, des laines un peu plus hivernales. J'ai beaucoup de fingering en stock, mais c'est vrai que là, je commence tout doucement à penser déca, à penser, doudou mohair. Donc je me dis que je pourrais peut-être acheter du mohair pour venir en complément des fils fingering que j'ai pour doubler le fil et de faire les projets. Alors voilà, il y a toujours ce que j'ai pas fait l'année dernière qui me tente toujours autant, le pull secret, éventuellement le pull sur un nuage, même si j'ai dit que ah ouais, mais il est ouvert dans le dos, donc je trouve que c'est un petit peu bizarre d'avoir un pull aussi chaud mais qui protège pas le cou. Maintenant, il y en a qui l'ont quand même modifié pour avoir un col qui monte un peu plus, donc éventuellement peut-être partir sur cette idée-là pour quand même faire le pull sur un nuage qui me plaît beaucoup également. J'ai vu, ça m'inquiète, que vont arriver des nouveaux quand même, des nouveaux designs, pareil en déca ou en film mohair, qui ont l'air canon aussi, et donc je me dis mais comment je vais faire pour faire tout ça parce qu'ils me font bien envie. Bon, on va s'en sortir, hein, c'est une question d'organisation et une question de priorité aussi. Dire, bon, allez, vraiment là, je me mets à celui-là, je fais celui-là. Mais en ce moment, c'est vraiment ça qui m'attire. Puis il faut que je termine aussi mon Black Barlow, mon gilet noir tout simple, hein, puisque j'ai pas fait le point ajouré pour cet hiver aussi. Donc j'ai pas mal de taf à ce niveau-là. De taf. Je parle comme si c'était du travail, c'est une catastrophe. Non, pas du tout, c'est du loisir. Mais j'ai pas mal de perspectives et d'envie surtout. C'est ça en fait. J'ai beaucoup d'envie et j'ai que demain. Voilà. Donc ça, c'est des choses à venir. Maintenant, en projet quand même qui était normalement prévu rapidement, notamment dans le cadre du Knittish, parce que ça allait rouler assez bien, j'avais prévu un pull avec ces laines-là que je vous montre. Donc deux couleurs avec ces laines-ci. Donc on est sur, ça ressemble un petit peu d'ailleurs à la laine que j'ai reçue d'Hélène du Scarabée. Ouais. Donc ça, donc tous les deux c'est de la Wolf Collection. Ça c'est je pense que c'est Arctic Wolf la couleur. Je fais le point, voilà. Donc pareil, on est sur un gris clair nuancé. C'est ma belle-mère qui m'a donné son reste. Elle a fait un pull en jacquard avec qui est magnifique. Donc vous avez pareil, en fait elle a acheté les mêmes couleurs elle avait acheté la même couleur que moi, c'était rigolo.
Donc celle-ci, en fait, ça c'est sa base principale et elle a fait du jacquard avec ça. Et c'est des couleurs qui se fondent bien, du coup, enfin, franchement, le jacquard, il donne trop bien. Et donc celui-là, c'est la coloris Zen. On est sur un gris plus foncé. Et pareil, en fait, vous avez un peu un rappel des mêmes nuances dedans vers le beige marron. Voilà, donc les deux ont un peu les mêmes nuances. Forcément plus foncé, puisqu'on est sur une base plus foncée, mais globalement, ça se rappelle. Donc j'aimais bien l'idée de faire un pull ambiant. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En plus, ça ressemble un peu à Ambion. Donc un pull ambiant où vous avez un yoke, où vous pouvez mettre de la couleur. Vous pouvez faire un... Il y a un petit dessin et on peut intervertir de la couleur. Enfin, je me suis pas penchée plus que ça sur le patron, mais il y a moyen, voilà, de mettre une partie colorée à cet endroit-là. Et après, tout le reste du pull resterait en gris foncé. Donc c'était mon idée. Le problème, c'est qu'en bobinant les écheveaux, donc là pour l'instant j'ai le reste de ma belle-mère, un écheveau bobiné, donc jusque là tout va bien, et j'ai bobiné mon troisième écheveau. Et là, voilà. Vous voyez la différence de bain là? J'en mets que deux, ça sera peut-être plus facile. Quoique, à la caméra ça passe encore. Vous voyez celui-là, il est plus clair. On n'est pas sur le même bain en fait. Et ça, j'ai pas remarqué tout de suite. Je m'en veux, hein. Ça me fait rager, hein, honnêtement. Mais en écheveau, ça se voyait presque pas. Ça se voyait, enfin, j'ai même pas fait gaffe, donc c'est que ça se voyait vraiment pas beaucoup. Et en les bobinant et en les mettant comme ça, hein, quand je les ai posés, tac tac, je me suis dit, mais attends. Et en effet, effectivement, voilà, il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Donc ça m'a totalement refroidi parce que j'ai pas envie d'avoir un pull. Alors déjà, la démarcation, c'est pas la peine, hein, il faut que je les alterne. Mais là, je pense que les alterner, ça suffira pas non plus. Si je les alterne, euh, ça va faire des rayures, non? Bon, je pense que la seule façon de me faire une idée, c'est de faire un échantillon. Donc je vais faire un échantillon. Je vais voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça fait des rayures ou est-ce qu'on reste quand même sur de la nuance? Après, on n'est pas sur des couleurs unies, alors c'est peut-être ce qui va me sauver, parce que comme il y a quand même beaucoup de nuances à l'intérieur, elles vont toutes se fondre entre elles, il y a peut-être moyen qu'en alternant ça passe, mais franchement, je suis dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée parce que c'est pas ça que j'imaginais. Moi, je voulais en plus, je préfère le foncé, hein, je voulais que ça soit vraiment plus comme celui-là, quoi. Et le reste de ma belle-mère, il est bien foncé aussi. Mais je sais que ça suffira pas. Là, je dois avoir 100. Donc là, j'ai 100 grammes. Là, je dois avoir 50. Ça fait 150 grammes plus ça, mais j'utiliserai pas beaucoup en fait de celui-là. Donc j'aurai jamais assez, c'est sûr. C'est sûr. Ou alors sur les manches, j'alterne, mais que sur les manches. Non, mais même j'aurai peut-être pas assez non plus. Enfin, ouais, vous voyez que je suis bien embêtée. Je pense qu'il y a 425 mètres par contre. Je vérifie. Ouais, il y a 425 mètres. Donc c'est quand même des gros écheveaux, mais ça suffira pas quoi. Franchement, je suis bien déçue parce que j'étais bien partante pour ce pull et là, ça saute aux yeux quoi la différence de couleur. Par contre, ça ferait un fade super sympa. Voilà, bah du coup, voilà, je suis en train de me dire que je vais peut-être changer d'avis et je vais faire autre chose avec. Je vais pas faire un pull, je vais peut-être encore un châle en mode fade quoi. Du coup, ça donne bien, hein. Encore un châle gris. Ouais, donc là, je crois que je vais me le garder sur le coude, plus pour faire un châle. J'ai pas le choix. Et je vais avoir un écheveau en trop. Bon, après, ça, c'est pas gênant. Je pourrais faire quelque chose avec, même s'il est tout seul. Ça reste une couleur gris. Ouais, je vais pas faire le pull. Je pense que là, en direct, vous découvrez mes changements d'avis. Je vais peut-être pas faire ce pull-là. Si, je le ferai, mais avec autre chose de mon stock, hein. J'ai d'autres combinaisons qui peuvent être sympas aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, ce qui veut dire que je ne sais pas, après le bow blush, ce que je vais faire en priorité, hein. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou.
Donc je vais réfléchir à ça. Peut-être un gilet dans les tons rose pâle, puisque j'ai encore pas mal de rose pâle en stock. Et que pour l'instant, qu'on n'est pas encore trop enfoncé dans l'hiver, je crois que j'aurais moins envie de rose pâle en plein hiver, quoique. Je vais peut-être me faire un gilet, pas comme le Quiet Star, parce que bah, de toute façon, il n'en existe pas 150 des comme ça. Mais je vais peut-être me faire un gilet pareil, avec un col sans bouton. Là, j'ai des choses en stock dans mes favoris Ravelry. Je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Bon, je vais arrêter avec la partie tricot et avec la réflexion en direct parce que je pense que ça fait peut-être un petit peu bizarre là depuis tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez un petit peu où j'en suis au niveau des réflexions. C'est pas évident. Alors on pense quelque chose, puis on regarde ses laines, finalement ça ne va plus. Donc vous voyez qu'on peut quand même facilement se prendre un petit peu le chou avec ça. Donc je ferme la parenthèse tricot et je vais parler du coup un petit peu de la couture. Donc la couture, j'ai vraiment j'ai allumé et touché ma machine à coudre pour la première fois il y a même pas 2 semaines, une dizaine de jours, je dirais. Toute tremblante, hein, parce que ça fait un peu peur. Je pense que c'est le côté... le tricot, il n'y a pas cet aspect, il y a une machine, vous avez des aiguilles, voilà, vous vous trompez, vous détricotez. La machine, il faut maîtriser une machine, et puis après, je pense que quand on se plante en couture, c'est foutu quoi. Si on découpe mal, c'est foutu. Alors on peut découdre, mais alors pour l'instant, c'est peut-être moi qui l'utilise pas très bien non plus, mais bon, à chaque fois que je découpe, de toute façon, ça a fait des trous dans mon tissu, donc voilà, ça l'abîme, c'est moche. Donc on a moins le droit à l'erreur en couture, hein, visiblement, à vérifier sur le long terme. Mais pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Et en tant que grande débutante, c'est assez effrayant. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé d'y aller tout doucement et de faire des petits projets au fil de l'eau. Donc après avoir discuté avec des personnes qui s'y connaissaient un petit peu, des couturières parmi Instagram qui sont talentueuse au possible, etc. J'ai décidé de m'acheter une première machine, pas trop chère évidemment, hein, voilà, je ne sachant pas si ça allait me plaire, et puis au début de toute façon on fait que des petites choses, pas très compliquées. J'ai hésité à prendre carrément la Lidl, hein, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, puis je me suis dit que j'allais quand même me simplifier la vie et prendre une machine qui avait quand même déjà un peu plus de fonctions et qui était tout aussi abordable, et donc j'ai pris une Brother, la Brother FS40 qui, voilà, j'ai regardé beaucoup sur internet, qui est vraiment conseillée comme la première machine, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour bien débuter sans trop se compliquer la vie. Donc nickel. Donc j'ai décidé de prendre cette machine-là, qui est électronique du coup, et qui a l'air d'aller très bien, en tout cas pour l'instant, pour ce que j'en fais. À côté de ça, j'ai aussi demandé des conseils. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, hein, je ne connais rien, hein, donc on m'a conseillé des choses. Telles épingles, les aiguilles de telle marque c'est mieux, le fil de telle marque il est meilleur. Voilà, tout ce qu'il faut quoi, vraiment pour bien débuter. Les stylos friction par exemple pour dessiner sur les tissus, pouvoir effacer à la chaleur. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Quel tissu démarrer? Donc vous m'avez conseillé le chêne et trame pour démarrer, tout ce qui est coton, voilà, qui est pas trop, des tissus assez rigides, pas trop souples, pour quand même que je maîtrise le passage du tissu dans la machine. Donc voilà, là je vous ai bien écouté, j'ai bien fait tout ce qu'on m'a dit, etc. Donc au niveau des bouquins, on m'en a conseillé 3. Donc on m'a conseillé, hop, celui-là, Manuel pratique de la couture, parce que c'est un livre très bien illustré, donc il y a énormément de photos, voilà, partout, donc on visualise bien les choses. Donc celui-là je l'ai feuilleté, hein, parce que déjà rien que comme ça, pour une débutante, je trouve que c'est déjà un peu compliqué. Le vocabulaire, c'est très dense, il y a beaucoup d'informations. Donc pour l'instant, je ne le lis pas comme un livre de chevet, je le feuillette au fur et à mesure, mais je pense qu'il va bien me servir voilà, progressivement. Donc ça, c'était le premier livre. Le deuxième livre, ça c'est en lisant l'article de Liz Taylor qu'elle avait fait sur son blog pour voilà, les débutantes en couture. Elle conseillait celui-là, donc Coudre, initiation et perfectionnement d'Émilie Pouilloux-Ferrand. Donc là, c'est à la fois pour les débutants et pour après, effectivement, quand on commence à avoir un niveau intermédiaire et avancé, toujours continuer à progresser. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai regardé en diagonale pour l'instant parce qu'effectivement, j'ai pas le niveau
j'ai vraiment pas le niveau pour déjà m'occuper de tout ça, mais en gros, c'est une bible parce qu'on vous explique tout, on vous explique comment faire vos propres patrons avec vos mensurations, euh, vous avez plein d'indications sur les tissus, sur voilà, nickel, nickel. Donc là, pour l'instant, c'est en cours de feuilletage à mon niveau. Et le troisième conseil, et là c'est vraiment celui que j'utilise en ce moment parce que là il me parle, c'est vraiment très très simple et très bien, c'est expliqué vraiment pour une débutante. Je pense que pour les couturières intermédiaires et confirmées, vous devez vous sentir insulté par ce bouquin parce que vous dites, bah attendez, c'est bon. Mais moi, qui ne sais rien faire, là c'est vraiment top. Donc c'est le fameux, hein, tout le monde peut coudre des lubies de Louise qui là va vraiment vous donner des leçons en fait. Et une leçon par leçon pour vous faire progresser. Au début, bah, simplement faire un ourlet. Puis après, coudre un angle. Puis après, faire des fronces. Et voilà, progressivement, de plus en plus loin, on va pousser les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque cours, elle propose un projet. Et donc moi, comme je suis quelqu'un de très scolaire, j'ai décidé de suivre le truc pas à pas. Donc j'ai fait la leçon numéro 1, j'ai fait le projet numéro 1. Bon là non, en fait c'est un mensonge parce que j'ai pas fait le projet numéro 1 puisque le projet numéro 1 n'est pas un vrai projet en couture puisqu'en fait on vous dit simplement jouer avec votre machine et faites des points pour faire ça. Bon là j'ai pas fait, c'est bon. J'ai un peu bidouillé, j'ai fait des lignes dans du tissu juste pour essayer mais j'ai pas fait le petit projet quoi quand même. Le deuxième cours, c'était coudre un ourlet. Alors ça, c'est pareil, elle nous propose de faire une nappe. Je n'ai pas fait de nappe. Par contre, j'avais des rideaux à raccourcir. Donc là, du coup, j'ai fait des ourlets par rapport à ces rideaux. Ma difficulté pour l'instant, c'est vraiment d'être régulière. C'est-à-dire, voilà, vous devez faire un ourlet à 2 cm. Avoir 2 cm partout, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, d'une part, à bien le replier pour que tout soit à 2 cm, puis après, il faut mettre les épingles, il faut passer un coup de fer pour bien marquer le truc, et après, rester à 2 cm par rapport à la machine qui est censée, voilà, normalement, ça prend votre tissu, c'est droit, mais ben, quand on est débutant, c'est pas droit, quoi. De temps en temps, ça bifurque un peu d'un côté, puis de l'autre, et donc on se retrouve avec une ligne de couture qui est pas comme ça, mais qui est... voilà, j'exagère un petit peu, mais qui... voilà. On peut dire où j'en suis, quoi. Donc voilà, coudre un ourlet, c'est fait. Et là, je suis à la leçon 3, coudre un angle. Et là, pour coudre un angle, elle propose de faire un sac de course que je suis en train de faire. Donc moi, évidemment, je mets 1 heure à faire quelque chose qui prend normalement 10 minutes. Mais c'est normal, quoi. Et je fais des erreurs, mais vous devriez être mort de rire. Quand je dois rattacher un petit morceau à un tissu plus général, ben, parfois j'oublie que en dessous, il y a le deuxième morceau de tissu et qu'en fait, je dois la rattacher qu'au premier. Donc je couds tout, en fait, et puis après, je me dis, ah ben non, mais il n'y a pas d'ouverture, du coup. J'en suis là, hein. Mais c'est assez rigolo, parce qu'en fait, je le prends bien et je me dis, bah c'est tout, tu apprends, tu feras plus l'erreur une deuxième fois, quoi. Ça vient progressivement. Donc là, je suis en train de faire ce petit sac-là, en fait, tout simplement. Bon, vous devez tous le connaître, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce livre, je le sais. Donc, d'ailleurs, je l'ai racheté à quelqu'un. Je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui me l'a revendu très gentiment. Il est top, quoi. Voilà. Donc là, j'en suis là. Après, ça sera coudre une coulisse. Voilà, j'essaye de faire un projet. Voilà. Et mon objectif, c'est d'essayer d'avoir tout fait pour fin décembre. Et donc, du coup, de pouvoir attaquer les vêtements en début 2019. Maintenant, là où je respecte pas toujours, c'est qu'elle dit bah, prenez tel tissu. Bon, j'ai pas forcément pris petit. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé aussi un blog où il y avait une explication pour une petite jupe toute facile. En fait, je discutais avec ma belle-mère qui coud depuis très longtemps aussi, et je lui disais bon, ça serait bien de commencer par un truc tout simple. T'aurais pas des idées pour une robe pour Charline, pour ma fille? Et elle dit bah tu sais, avant de faire une robe, fais une jupe. C'est vraiment très simple une jupe. T'as un rectangle, tu le rejoins, tu plies d'un côté, tu plies de l'autre, et voilà, t'as une jupe. Et c'est vrai qu'effectivement, j'y avais pas pensé. Donc j'ai été un peu farfouillée dans une mercerie. Donc ici, il n'y a pas Maison du Monde, n'importe quoi. Maison Tissu, c'est ça? Oh, je sais plus le nom du magasin hyper connu. Bref, comment ça s'appelle? Je sais plus. Bref. Enfin ici, il y en a une autre qui ressemble à ça et qui s'appelle la Maison d'Ursule.
pas chercher. Donc la maison d'Ursule. Et donc j'ai été faire un saut. Alors là, quand je me suis retrouvée devant tout ce qu'il y avait, je me suis dit, oh là là, comment on fait pour choisir déjà quelle matière, par rapport à quel projet. Donc là, ça sera tout un apprentissage aussi pour moi, je pense. Et donc là, bon, ben voilà, j'ai demandé conseil à une vendeuse, je lui ai expliqué, je suis très très débutante, qu'est-ce que vous me conseillez, tout ça. Donc elle m'a dit de toute façon le coton, ok, la popeline, des choses comme ça. Et elle avait aussi en stock des chutes de tissu qu'elle revendait après au poids. Donc j'étais un peu farfouillée là-dedans et en fait il y avait un peu de coton et il y avait aussi du jean, une toile de jean mais vraiment très fine. Donc j'ai pu la prendre et c'est avec ça que j'ai fait la première jupe pour ma fille. Voilà. Donc je suis désolée, elle est chiffonnée parce que je l'ai déjà relavée depuis. Elle l'a portée et je l'ai relavée. Donc en fait voilà, c'est hyper simple. Enfin, pour moi ça m'a pris du temps, mais c'est hyper simple. On a un rectangle qu'on vient rejoindre par une belle, voilà, elle est pas très, ma première couture quoi, elle est quand même bien, hein, qu'on vient rejoindre endroit sur endroit. Enfin, j'ai l'impression de vous expliquer des choses alors que tout ça vous le savez, hein, les couturières. Voilà. Ensuite, on vient faire une petite ouverture pour passer un élastique. Donc c'est un ourlet en fait, relativement assez large pour faire passer un élastique de 2 cm. Et après on fait le ourlet dans le bas de la jupe. Donc pour vous dire que je ne coupe pas droit, hein, c'est juste pour vous montrer l'envers. C'est pas grave parce qu'à l'endroit la jupe elle rend bien. Franchement je suis quand même assez contente. Mais à l'envers, battez-moi cette horreur. Voilà. Donc vous voyez un petit peu là, c'est pas du tout régulier, il y a trop de tissu là. Ça va être rigolo cette histoire. Donc voilà, il faut vraiment que j'avance là-dessus, que je me perfectionne progressivement. Mais au moins j'arrive déjà à faire des petites choses, ça fait plaisir d'avoir mis dans le placard de ma fille quelque chose que j'ai cousu moi-même, c'est plutôt sympa. Et puis c'est en jean, donc je pense qu'elle pourra la mettre cet hiver avec des collants et je lui mettrai un petit gilet tricoté et comme ça elle sera complètement en homemade maman, ça me fera trop plaisir quoi. Puis je pense que une jupe comme ça c'est bon, ça y est j'ai compris. La suivante je pense que je ferai quand même mieux les ourlets parce que en fait, je ne m'étais pas assez appliquée. J'avais replié un peu à l'arrache. Là, il faut replier un peu plus efficacement. D'ailleurs, si vous avez des astuces, hein, parce que quand vous vous retrouvez avec une grande bande de tissu, qu'on vous dit vous repliez et que tout doit être à 1 cm, concrètement, vous faites comment? Moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez des astuces pour tout replier correctement à 1 cm. Ou est-ce que tous les 10 cm, vous venez vérifier avec votre latte. Là, je fais à 1 cm, clac, épingle. Là, je fais à 1 cm, clac, épingle. Vous faites comme ça ou pas? Parce que honnêtement, c'est hyper chronophage, quoi. Ou alors, je me rends pas compte, mais on m'a toujours dit, oh, quand on coud, au moins en 2 heures, on a un truc dans l'après-midi, on se fait. Alors que quand on tricote, il faut 40 heures pour un pull. Ouais, d'accord, mais là, en l'occurrence, j'ai mis du temps à faire une bête jupe. Hein. Bon, pas 40 heures, mais voilà. Donc, si vous avez, enfin, moi, je suis preneuse d'astuces parce que je suis débutante. Donc, autant que j'ai tout de suite les bons réflexes, les bonnes astuces, les bonnes techniques, plutôt d'abord apprendre à l'arrache n'importe comment avec ma façon de faire et puis découvrir dans 6 mois, 1 an, 2 ans que, en fait, si tu fais telle technique ou si tu utilises tel outil, tu iras 10 fois plus vite, quoi. Donc autant que je le sache tout de suite. Si aujourd'hui je devais apprendre le tricot, je pense que j'apprendrais directement méthode continentale. Maintenant c'est pas trop tard, mais là j'ai pas le courage. Donc voilà, je pense qu'en tant que débutante, on a cette chance-là de se dire, je pars d'une page blanche, essayons d'écrire quelque chose directement au propre, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était mes débuts en couture. Mais comme vous voyez, je suis raisonnable, je me lance pas dans un t-shirt ni une robe tout de suite pour moi. On va se donner du temps, de l'apprentissage pour réaliser ensuite des choses qui seront bien faites, du coup, bien finies, enfin, j'espère. Voilà. Et ben voilà, je vais clôturer là. Ça fait quand même 1 heure, presque 1 heure et quart de podcast. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de blabla. J'ai peut-être moins parlé de projet cette fois-ci. Je m'en excuse si ça vous a semblé peut-être un peu plus fouillis. C'est aussi l'histoire de se remettre dans le bain. Je vais essayer de reprendre le rythme, un podcast par mois. Donc là, vous avez le podcast du mois de septembre. Si tout va bien, on se retrouvera début octobre pour l'épisode suivant avec les nouvelles aventures, les avancées. Quel projet j'aurais décidé de tricoter au niveau du tournoi de Knittish, parce que je cherche quand même des projets assez simples. Hein,
on va pas se lancer dans un pull tout en dentelle qui va pas avancer pour faire le tournoi. Donc c'est un petit peu le but aussi, c'est d'aller là-dessus. Le pull secret, ouais, je pense que je vais vraiment faire une petite commande de mohair dans peu de temps. Voilà, et bien je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée, une bonne fin d'été et amusez-vous bien à bon tricot. Salut!